Y a quelqu'un? Eh oh! Y a quelqu'un? Bonjour, chers élèves de seconde, et bien, bienvenue à cette dernière intervention en vidéo de l'année. Je vais corriger les exercices de probabilité que vous êtes un certain nombre à m'avoir envoyé. J'avais parié sur 25. Bon, vous êtes à 15, mais comme c'est jusqu'à 23h59, je me dis que ce serait possible. Là, j'ai marqué lundi 10, moi, n'importe quoi. Bien sûr, c'est lundi 15. Je me dis que, en plus avec une erreur de date, vous allez pouvoir arriver à ce que j'avais parié. Bref, je corrige les exercices de probabilité, je finis le cours, je vous donne quelques pistes de réflexion et de travail pour la fin du parcours, et ensuite ce sera les adieux, car je crois pas que nous allons nous revoir avant l'année prochaine dans les couloirs, ou peut-être en classe, si vous avez la chance inouïe de m'avoir, ou moi si j'ai la chance inouïe de vous avoir. Activité, surf et ski alpin. Alors il fallait d'abord traduire, sous forme d'ensemble, de notation mathématique, les événements suivants. Le vacancier fait du surf et du ski alpin, pas de problème, c'est A inter B. Inter signifie les deux événements en même temps. Surf mais pas de ski alpin. Pas de ski alpin signifie à barre, le vacancier ne fait pas de ski alpin, et fait du surf, à barre inter B. Le vacancier fait du ski alpin, A, mais pas de surf, donc c'est A inter B bar. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Pour la dernière, et puis ni l'un ni l'autre, c'est ni ski alpin, A bar, et pas de surf, donc ni ski alpin ni surf, A bar inter B bar. Pour le remplissage du tableau, il fallait bien prendre en compte les consignes que j'avais données, à savoir que dans les 560 vacanciers qui font du ski alpin, il y a aussi ceux qui font du ski alpin et du surf. Ce n'est jamais exclusif, une information en probabilité. Ainsi, dans les 200 qui font du surf, il y a aussi les 40 qui font du ski alpin. Ainsi, dans les 160 et les 200, il fallait compter en inclus les 40. Pour remplir le tableau, il suffit de faire des petites soustractions. 560 font du ski alpin, donc 240 n'en font pas. 40 en font les deux, donc 520 ne font que du ski alpin parmi les 560, et ensuite par soustraction successive, on remplit le tableau suivant. En situation d'équiprobabilité, chaque vacancier a autant de chances d'être choisi, par conséquent, chaque vacancier a une chance sur 800 d'être choisi. Pour calculer la probabilité d'un événement, il suffit d'additionner toutes les probabilités, en l'occurrence d'additionner 1/800e, autant de fois qu'il y a de vacanciers dans l'ensemble. Ainsi, la probabilité de A bar inter B bar, qui compte 80 vacanciers, est donc de 80 sur 800, soit 1/10 si on donne le résultat sous forme de nombre à virgule. Attention, une fraction est un nombre compris, une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1, donc elle doit toujours être donnée soit sous la forme d'un nombre à virgule si ça tombe juste, si c'est un décimal, comme on dit, soit sous la forme de fraction irréductible dans le cas contraire. Vous choisissez toujours la forme de fraction irréductible et vous ne vous trompez jamais. Ainsi, le tableau avec les probabilités, il suffit tout simplement de diviser les effectifs du tableau d'effectifs par 800 pour obtenir les différentes probabilités que voici. La représentation sous forme de diagramme de Venn nous donne une première patate qui regroupe tous les skieurs alpins, une deuxième patate qui regroupe tous les surfeurs, mais attention, ces deux patates doivent se croiser dans un ensemble qui représente ceux qui font du ski alpin et du surf. Si j'englobe tout ceci dans une énorme patate qui représente l'univers, j'obtiens un diagramme qui contient 4 régions disjointes. La première, en dehors de A et B, ce seront donc ceux qui font ni ski alpin ni surf. La seconde, qui est incluse dans A et dans B, ça signifie bien que c'est ceux qui font ski alpin et surf. Et puis vous avez ensuite les deux zones, celle qui est dans A mais qui ne contient pas les éléments de B, et celle qui est dans B mais qui ne contient pas des éléments de A, d'où respectivement A inter B bar et A bar inter B. On y fait figurer les effectifs, attention de ne pas vous tromper, on fait figurer dans cette partie-là l'effectif uniquement de A inter B bar. On a envie de mettre ici l'effectif de A tout entier, ça soit 560, mais non. Ici, vous mettez bien que l'effectif de A inter B bar, de manière à ce que la somme de tous les effectifs des 4 zones qui sont dans mon diagramme de Venn donne bien la totalité des vacanciers. Ces 4 espaces, je le rappelle, sont disjoints.
Donc il ne peut pas y avoir de vacanciers qui sont à la fois dans cette zone-là et cette zone-là. Donc ici c'est bien 520 et non 560, et ici 40. Vous aurez 2 exercices pour vous entraîner sur ces diagrammes de Venn qui sont assez... qui nécessitent de réfléchir un peu justement sur la représentation et sur la manière dont le diagramme de Venn peut aider à mieux comprendre la répartition d'une population. J'en parlerai tout à l'heure. Concernant les exercices, un jeu de 52 cartes comporte 13 cartes de cœur, 13 cartes de pique, 13 cartes de trèfle et 13 cartes de carreau. Chaque carte numérotée de 2 à 10, puis valet, dame, roi et enfin l'as, qui peut aussi compter pour 1. Si chaque carte a autant de chances d'être choisie, nous avons une probabilité d'une chance sur 52 par carte, et donc la probabilité d'avoir un cœur, ici, est de 13 cœurs sur 52, soit une chance sur 4, un quart, 0,25. La probabilité de choisir un roi, il y a 4 rois dans un jeu de cartes, soit 4 chances sur 52, une chance sur 13. La probabilité de choisir le roi et le cœur, eh bien c'est le roi de cœur, il n'y a qu'une seule carte concernée, une chance sur 52. La probabilité de choisir un roi ou un cœur. Alors le ou signifie je prends tous les cœurs, je prends tous les rois et je mets ça dans le même sac et ça me donne toutes les issues qui vont réaliser l'événement. Mais attention à ce piège, lorsque je prends tous les cœurs, j'obtiens 13 cœurs, et j'ajoute tous les rois, attention, il ne reste que 3 rois, et non pas 4 rois, puisque le roi de cœur est déjà pris dans les cœurs, si bien que ça nous fait 13 plus 3, et non pas 13 plus 4, soit 16 cartes sur 52, 16 chances sur 52, 4 treizièmes pour la probabilité recherchée. Une tête, c'est ce qu'on appelle valet, dame, roi, il y a 3 têtes par couleur, pique, cœur, carreau, trèfle. Par conséquent, ça fait 12 têtes au total sur 52, 13 chances sur 3. Et enfin, un pique ou une tête, eh bien, je prends tous les piques, soit 13 cartes, et je prends les têtes qui restent, attention, j'ai déjà pris les têtes de pique, soit les 3 valets, dame, roi de cœur, carreau et trèfle, ça me fait 9 cartes au total. 13 plus 9 égale 22. 22 sur 52, soit 11 sur 26 pour la probabilité de pique ou tête. Pendant que j'y suis, petite remarque sur la probabilité de la réunion de 2 événements, pique ou tête, ici la probabilité de A union B. Je vais prendre mon diagramme de Venn. A union B, comment est-il représenté dans mon diagramme de Venn ? Eh bien, A union B, en fait, c'est l'ensemble des éléments de A auxquels j'ajoute dans une nouvelle patate un élément de B. La patate A union B, en fait, c'est l'espèce de patate sous forme de jumelle, là, de ronde jumelle, comme ceci. Si je veux la probabilité de A union B, ou le nombre d'éléments qu'il y a dans A union B, en situation d'équiprobabilité, cela revient au même, eh bien, vous pouvez remarquer que je pourrais prendre tout l'effectif de A, ça soit 560, plus l'effectif de B, c'est-à-dire 200. Mais attention, si j'additionne l'effectif de A plus l'effectif de B, il y a un problème, c'est que je compte 2 fois les effectifs de A inter B. Si bien que si je veux la réunion de A et de B, il faut faire l'effectif de A plus l'effectif de B, mais il faut retirer une fois l'effectif de A inter B. Si je calcule en probabilité, eh bien puisque la probabilité d'un événement c'est la somme des probabilités des issues qui la composent, par conséquent la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, mais attention auquel il faut retirer la probabilité de A inter B parce que je la compte 2 fois. Pour mes piques union tête, la probabilité de pique c'est une chance sur 4, c'est la même que la probabilité de cœur. La probabilité de tête c'est 3 chances sur 13, c'est-à-dire 13 chances sur 52 et 12 chances sur 52. Mais si je prends les piques ou les têtes, on a envie de dire c'est l'un ou l'autre, j'additionne les probabilités puisque je prends les issues de l'un et les issues de l'autre pour les mettre dans le même sac. Et ça fait 13 plus 12 sur 52. Oui, mais si je fais 13 plus 12 sur 52, je fais l'erreur de compter les têtes de pique 2 fois. Il faut donc retirer les têtes de pique, c'est-à-dire pique inter-tête, soit 3 cartes. Valet de pique, dame de pique, roi de pique. J'obtiens ainsi cette formule que j'ai écrite dans le cours. Si je reviens sur le cours, alors j'ai modifié un petit peu le cours parce qu'il y avait quelques petites, maladresses que je n'avais pas corrigées en amont. Vous retrouverez ce document donc en ligne. Le diagramme de Venn nous permet d'écrire cette formule-là. La probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B, moins la probabilité de A inter B. Car dans A, je compte une fois A inter B,
et dans B, je compte une deuxième fois A inter B. Il faut donc la retirer une fois pour ne pas qu'elle soit comptée deux fois. Je ne compte pas deux fois. Si j'additionne, les surfeurs et les skieurs alpins, eh bien je vais compter deux fois ceux qui font les deux disciplines. C'est assez clair à comprendre. Revenons sur les exercices. Voilà. On lance un dé équilibré à 6 faces. Voici les 4 événements décrits. Le nombre est pair. Alors j'ai tout mis dans un joli petit tableau. J'ai écrit les premiers ensembles sous forme d'ensemble avec des accolades et des points-virgules, comme cela doit être fait en toute rigueur. Les nombres pairs 0, 2, 4, 6, 8. Les multiples de 3 0, 3, 6, 9. Attention, il ne faut pas oublier 0 car 3 fois 0 fait 0. Les nombres inférieurs ou égaux à 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et les diviseurs de 12, 1, 2, 3, 4, 6. Ça enregistre toujours, très bien. J'ai ensuite présenté sous forme d'un tableau et leurs probabilités, sachant que chaque face a autant de chances d'être choisie, car le dé est équilibré, la situation est une situation d'équi-probabilité. J'ai donc 5 chances sur 6, soit une probabilité de 0,5 pour l'événement A, une probabilité de 4 chances sur 10, 0,4 pour l'événement B. C, 6 chances sur 10, 0,6, et D, 5 chances sur 10, 0,5. Le contraire de A, ce sont toutes les issues qui ne sont pas dans A, soit 1, 3, 5, 7, 9. Le nombre n'est pas pair. Le contraire de B, le nombre n'est pas un multiple de 3. Par conséquent, ce sont toutes les issues qui ne sont pas dans B. 1, 2, 4, 5, 8. 1, 2, 4, 5, 7, 8, pardon. Le contraire de C, ce sont les nombres qui ne sont pas inférieurs ou égaux à 5, donc supérieurs strictement à 5, 6, 7, 8, 9. Et le contraire de D, ce sont tous les nombres qui ne sont pas diviseurs de 12, et donc 0, 5, 7, 8 et 9. Les probabilités sont très faciles, c'est 1 dixième par issue dans l'événement, soit les valeurs que vous avez ici. Je ne vais pas m'attarder sur ces probabilités, vous les découvrez au fur et à mesure. A inter B, ce sont les issues qui sont dans A et dans B. Les issues qui sont à la fois paires et diviseurs, et multiples de 3. Il y en a 2, 0 et 6. A union B, je prends les issues de A, les issues de B, je les mets dans le même sac, sans prendre deux fois les mêmes évidemment, soit 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9. 0, 7 en probabilité, 7 issues. B union C, je prends les éléments de B, les éléments de C, et sans répétition, je les mets ensemble dans un même sac. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 8 chances sur 10 que l'événement se produise. B inter C, ce qui est commun à B et C, il y en a 2, 0 et 3. A bar inter B, alors en français c'est un nombre qui est impair et qui est multiple de 3, seuls 3 et 9 conviennent. Sinon, vous pouvez faire une approche purement ensembliste, les éléments de A bar c'est 1, 3, 5, 7, 9, les éléments de B c'est 0, 3, 6, 9, donc A bar inter B c'est ce qu'il y a dans A bar et dans B, c'est-à-dire 3 et 9, en même temps. B bar inter C, vous prenez B bar, vous prenez C, vous prenez les éléments en commun, vous obtenez 1, 2, 4, 5. C bar inter D bar, vous regardez ce qu'il y a dans C bar, dans D bar, et vous prenez ce qu'il y a en commun, 7, 8, 9. C union D bar, alors ça c'est le contraire de C union D. Pour ça il faut prendre C union D, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a dans C et dans D, et les mettre ensemble, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puisque c'est le contraire de C union D, il faut prendre les issues qui ne sont pas dans C union D, soit 7, 8, 9. Bien, vous remarquez que C bar inter D bar, c'est la même chose que C union D bar. Eh bien, figurez-vous que c'est pas trop difficile à comprendre, enfin, c'est un peu subtil quand même. Ces deux ensembles sont les mêmes, tout simplement parce que si je veux quelque chose qui ne soit pas dans C et ne soit pas dans D, je veux quelque chose qui n'est ni dans C, ni dans D. Dans mon schéma de Venn, c'est ce qui est autour des deux ensembles. Imaginons que ça soit C et ça soit D. En fait, j'ai bien A bar inter D bar ou C bar inter D bar, c'est ce qu'il y a autour de ma patate. Maintenant, si vous réfléchissez, C union D bar, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la réunion des deux événements, mais ce qui n'est pas dedans, cette réunion. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. La réunion des deux événements, c'est cette jumelle-là. Et le contraire de la réunion de ces deux événements, c'est ce qui n'est pas dans cette jumelle. Et on retrouve justement A bar inter B bar. Ça peut être utile pour comprendre, il y a un exercice dans lequel ça pourrait être utile, c'est le fait que C bar inter D bar est égal à C union D bar. Si vous le comprenez, c'est bien. C bar union D, c'est pareil, vous prenez ce qu'il y a dans C bar, ce qu'il y a dans D, et vous réunissez tout ça ensemble dans un même sac.
A inter B inter C, ce sont les éléments qui sont les issues qui sont à la fois dans A, dans B et dans C en commun, qui sont en commun à A, B et C, pour avoir à la fois un nombre pair, un multiple de 3 et un nombre plus petit ou égal à 5. La seule issue possible, c'est 0. Et enfin, A union B, union C, union D, je prends toutes les issues dans A, B, C et D et je les mets dans un même sac sans répétition et je vois qu'elles y sont quasiment toutes, il y a juste le 7 qui n'est ni dans A, ni dans B, ni dans C, ni dans D. Probabilité 0,9. Voilà pour les exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. La suite du cours. Je reviens donc sur ce cours. Les représentations, tableau à double entrée, c'est ce qu'on vient de faire. Vous pourrez me faire vous pourrez regarder dans la fiche d'exercice un tableau à double entrée comme celui-ci, tout à fait similaire à l'exercice sur les surfeurs, sauf que au lieu d'avoir surfeur et ski alpin, on a des pièces qui sont fabriquées dans une usine, soit elles sont fabriquées dans l'usine A ou dans l'usine B, et autres critères, elles sont conformes à la fabrication, au test, ou elles sont défectueuses. Vous avez tout un exercice qui est tout à fait similaire, où on vous demande de remplir un tableau, non pas des effectifs, puisqu'il est ici, mais un tableau des probabilités, exactement comme l'exercice sur les surfeurs et les skieurs alpins. Pour les diagrammes de veine, je vous propose les deux exercices, le 6 et le 7. Le 7 est très rigolo. Vous avez la même chose, c'est un concours de pêche. Certains ont pêché une truite, d'autres ont pêché une carpe. Attention, certains font la pêche à la truite et à la carpe. Ce n'est pas parce qu'on dit que 28 participants ont réussi à pêcher au moins une carpe qu'ils n'ont pas pêché de truite. Donc ce n'est pas exclusif. Dans l'exercice 7, c'est encore plus rigolo. On interroge un groupe d'adolescents. On ne sait pas combien ils sont. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'on n'a pas l'effectif total. Et on sait qu'on va leur demander où ils veulent aller dîner ce soir en groupe. On sait que 56 acceptent d'aller dans une pizzeria, etc. Alors attention, toujours, encore une fois, ce n'est pas exclusif. Si je vous dis que 56 acceptent d'aller dans une pizzeria, ça ne veut pas dire qu'ils n'acceptent pas d'aller forcément à la crêperie ou au fast-food. Parmi les 56, il y en a peut-être qui acceptent d'aller à la pizzeria et à la crêperie, mais pas au fast-food. Il y en a aussi qui acceptent d'aller à la pizzeria, à la crêperie et au fast-food. Ils sont dans ces 56-là. Même chose pour 55 et 50. Alors un diagramme de veine pour s'en sortir, c'est très simple, il suffit de faire non pas 2 patates, mais 3 patates. Les 3 patates qui vont avoir un petit espace en commun, 3 patates qui vont avoir chacune une intersection avec l'autre. Je vous le dessine dans l'air, mais vous allez pouvoir les dessiner vous-même, avec une petite intersection au milieu qui comptera les adolescents qui acceptent les 3 propositions. À vous de vous débrouiller pour remplir ce diagramme de veine avec les effectifs. Cet exercice est assez rigolo à faire. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas compter 2 fois la même personne. Parlons d'arbre de possibilités pour terminer cette année en beauté. Arbre de possibilités, voici l'exercice. Alors je reviens dans le cours, voici l'exercice que je vous propose. On prend un sac et on mélange les 3 lettres du prénom Léa. On met ça sur 3 jetons par exemple, ou 3 cartons, indiscernables au toucher comme on dit, et on choisit au hasard une des lettres. Et puis on choisit successivement une deuxième lettre et sans remise, et on regarde le mot que ça forme. Alors en probabilité, quand on parle de mots, c'est tout simplement une succession de lettres. Comprenez un code. Ça n'est pas nécessairement un mot qui a un sens en français ou dans une autre langue. Alors la première question, c'est combien d'issues possibles. Alors on représente souvent à l'aide d'un arbre. Alors cet arbre, je vais vous le faire en direct. Vous allez me le faire aussi. Normalement, il était prêt, mais je ne vous raconte pas les problèmes que j'ai eus. Un arbre va être composé. Toi, t'es gentil, voilà. Un arbre va être composé, en fait, de diverses branches. Alors, chaque branche va représenter une issue possible au cours d'une expérience aléatoire. Tenez, par exemple, je vais prendre la première expérience aléatoire de mon exercice, c'est le premier tirage. Pour ce premier tirage, j'ai 3 issues possibles. Alors je fais 3 branches, 1, 2, 3, qui partent d'un même nœud. C'est un vocabulaire botanique. Et au bout de ces 3 branches, je vais noter les issues possibles. La première lettre que je peux obtenir, c'est un L. La deuxième lettre que je peux obtenir au cours de ce premier tirage est un E. Et la troisième lettre que je peux obtenir au cours de ce premier tirage est un A. J'ai pour habitude d'aligner les issues, de faire des branches un peu plus longues, de manière à ce que les issues de la première expérience soient toujours alignées verticalement.
Puis ensuite, je vais modéliser la deuxième expérience, mais cette deuxième expérience, je vais la modéliser à partir de chaque issue possible de la première. Ici, par exemple, si j'ai tiré le L à la première expérience, il y a... Hop, je vais faire 2 branches à partir de ce L qui va modéliser l'idée qu'il y a 2 issues possibles une fois que j'ai choisi le L lors de la deuxième expérience. Eh bien oui, la deuxième expérience, c'est le deuxième tirage. Je peux soit tirer la lettre E, soit tirer la lettre A. Les nœuds, en général, les branches se touchent. Voilà. Vous pouvez ensuite avoir eu au premier tirage le E, auquel cas votre deuxième tirage va avoir comme issue possible, t'es gentil, voilà, je sais pas pourquoi il bug, vous pouvez avoir comme issue possible, voilà, merci, le A, évidemment, mais je peux aussi avoir, si tu acceptes, non il veut, ah si, non il veut pas, et bah tant pis, je vais le faire à la main, je peux très bien aussi avoir le L. Et enfin, si jamais j'ai eu le A au premier tirage, eh bien, je peux très bien avoir le L au deuxième tirage ou le E, avec les branches qui vont bien et qui partent du nœud A. J'ai modélisé ainsi dans un arbre des possibilités toutes les issues possibles. Pour avoir une issue à l'issue des 2 tirages, eh bien, je peux suivre dans l'arbre un chemin qui me donnera le mot correspondant. Ainsi, par exemple, si je suis ce chemin-là dans l'arbre, j'ai le mot le, LE. Combien d'issues possibles? Ça revient à compter combien j'ai de chemins possibles dans mon arbre du début jusqu'à la fin. LE, LA, EA, EL, AL, AE, 6 issues possibles. L'arbre des probabilités me permet de représenter visuellement les diverses issues possibles d'une expérience aléatoire, souvent liée à une notion de tirage au sort. Ce que nous allons admettre dans cette dernière partie du cours, c'est que ces 6 issues sont équiprobables. C'est ce que vous allez étudier en première, lorsque vous allez faire diverses expériences successives, comme celle-ci, tirage successif, avec ou sans remise. Étudier les probabilités de ces événements-là dans le cas où les expériences sont identiques et dans le cas où les expériences ne sont pas identiques. Vous verrez en terminale aussi ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles qui calculent les probabilités dans un arbre. Pour l'instant, nous, on utilisera l'arbre uniquement pour compter les issues possibles en admettant que ces issues sont équiprobables. Nous admettrons ici, même si ça paraît intuitivement facile à comprendre, que les 6 mots LE, LA, EA, EL, AL, AE sont équiprobables. Ainsi, quelle est la probabilité d'obtenir le mot le? Eh bien, j'ai qu'une seule possibilité dans tout mon arbre d'obtenir le mot le, si je considère l'ordre important, EL n'est pas LE. À ce moment-là, je n'ai qu'une seule chance sur 6. La probabilité de combien du mot le est de 1 chance sur 6, 1/6. À votre avis, quelle est la probabilité d'un mot commençant par L? D'obtenir un mot commençant par L. Eh bien oui, il n'y a que 2 mots qui commencent par L, LE, LA, soit 2 chances sur 6, 1 chance sur 3. Quelle est la probabilité d'un mot qui finit par A? Vous regardez, il n'y a que 2 mots qui finissent par A, 2 chances sur 6, 1 chance sur 3. Et quelle est la probabilité d'un mot qui contient E? Eh bien, on peut y aller directement. Il y a LE, il y a EAEL et AE. Ça m'en fait 4 mots qui contiennent la lettre E. 4 chances sur 6, soit 2 tiers, 2 chances sur 3 pour la probabilité d'un mot qui contient E. Vous allez vous amuser bien sûr à me faire la même chose, cette fois-ci avec les lettres du prénom Naël. Et cette fois-ci, on tire les 4 lettres successivement sans remise. Donc vous comprenez l'arbre de probabilité l'arbre de possibilité qu'on va obtenir. Le voici. On va obtenir au premier tirage 4 issues possibles. N, A, vous me ferez grâce des accents, E, très bas, j'ai compris, tu t'en vas pas trop loin, et L. Voilà. Évidemment, si j'ai choisi A, si j'ai tiré A au premier tirage, ça signifie qu'au deuxième tirage, je ne peux avoir que A ou E ou L. Le deuxième tirage, si le premier tirage m'a donné la lettre A, je ne peux avoir que N ou E ou L.
vous avez compris, je vous laisse continuer à remplir l'arbre. Si j'ai choisi A, N et A, aux 2 premiers tirages, le 3e tirage ne peut me donner que E ou L. Et vous observez que sur le dernier tirage, il n'y a qu'une seule branche, évidemment, puisque si j'ai déjà tiré N, A et E, eh bien ça veut dire que le dernier tirage me donnera forcément L. Et on considère que tous les mots possibles, ainsi, sont représentés dans cet arbre des possibilités. Combien d'issues possibles ? Combien de schémas au final ? Alors on peut s'amuser à les compter tous les traits et tous les mots. On peut aussi réfléchir avec le cerveau et puis se dire que puisque j'ai 4 issues possibles, puis 3 issues possibles par 4 issues possibles, ça signifie que j'ai 12 issues possibles, 12 chemins possibles avec les 2 premières expériences. Et puis au 3e tirage, je multiplie encore ce nombre de possibilités par 2, car pour chacune des 12 issues possibles des 2 premiers tirages, j'ai encore 2 issues possibles au 3e tirage. Rien ne change pour le 4e tirage, le mot est défini. Ce qui me donne 12 fois 2 fois 1, 24 issues possibles, que l'on supposera équiprobables pour répondre aux questions suivantes. Quelle est la probabilité d'obtenir le prénom Naël ? Un mot commençant par L, un mot ne finissant pas par A, et un mot avec les 2 voyelles côte à côte. Je vous laisse réfléchir, pause, et je vous donne les solutions dans 3 secondes. 1, 2, 3. Le prénom Naël, qu'un seul chemin, un chemin parmi 24, une chance sur 24. Un mot commençant par L, ils sont tous là. Et vous obtenez que vous avez un quart de toutes les situations, de toutes les issues possibles qui vont commencer par L. Un mot ne finissant pas par A, eh bien, si vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un quart des mots qui finissent par A. Et par conséquent, comme chaque lettre est différente, ça veut dire que j'ai un quart de mots qui finit par A, un quart de mots qui finit par N, un quart de mots qui finit par E. Un peu comme si j'avais la symétrie, en fait, de cet arbre-là. Puisqu'un quart des mots commence par A, par symétrie, un quart des mots finissent par A. Et donc, combien de mots qui ne finissent pas par A ? Eh bien, 3 quarts des 24 qui sont donnés, une probabilité de 3 quarts. Et enfin, un mot avec les 2 voyelles côte à côte, eh bien, deux manières, soit vous suivez tout dans l'arbre, vous pouvez aussi vous amuser à faire une liste, ce qu'on appelle faire du dénombrement. Le dénombrement ou de la combinatoire plus particulièrement, c'est-à-dire faire une liste de toutes les issues possibles avec les 2 voyelles côte à côte. Alors, soit les 2 voyelles sont au début, AE, et ensuite j'ai NL. Mais je peux très bien aussi avoir AE, LN. Mais les 2 voyelles peuvent être dans l'autre sens, EA, NL, et EA, LN. Maintenant, ces 2 voyelles, elles peuvent être au milieu, avec un mot qui commence par L, EA, N, ou encore N, AE, j'ai dit EA, pardon, AE, L. Puis, ces 2 voyelles peuvent être toujours au milieu, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire L, EA, N, lise. Et on peut aussi avoir L, N, E, A, L. Et enfin, ces 2 voyelles peuvent être à la fin, donc en commençant par LN, AE, ou encore NL, AE, ou encore LN, EA, ou encore NL, EA. Je crois qu'avec cette méthode-là, j'ai toutes les issues possibles. Il y en a 12, si je ne me suis pas trompé, 12 sur 24, une chance sur 2. L'arbre des possibilités peut vous aider à faire cette liste d'issues possibles. Attention, lorsqu'on fait une liste d'issues possibles uniquement avec le pouvoir du cerveau, il est très dangereux quand le nombre d'issues à compter est important. Le risque est que l'on compte, le risque est que l'on compte certains mots 2 fois. Et le risque aussi, bien évidemment, c'est qu'on oublie certaines issues, s'il y en a vraiment trop à compter. Il faut être très rigoureux dans le placement des lettres et dans le décompte qu'on utilise. L'arbre des possibilités peut vous aider à bien visualiser toutes les issues possibles. Donc ça c'est le cours. Concernant les arbres de possibilités, vous avez dans la feuille d'exercice quelques petits exercices d'entraînement. L'exercice suite avec des piles ou face, et je lance la pièce d'abord 2 fois de suite, donc ça fait pile face et puis ensuite pile face. Je mets des P1, F1, P2, F2 pour bien différencier le pile du premier lancé et le pile du deuxième lancé. Première partie d'exercice avec 2 lancers successifs, deuxième partie d'exercice avec 4 lancers successifs. L'exercice 9 peut être résolu avec des arbres de possibilités.
On écrit cette fois-ci les 6 lettres du mot banane sur un dé à 6 faces, chaque face une lettre, et on lance le dé 2 fois de suite et on regarde quel mot on obtient, quelle est la probabilité d'obtenir BE, BA, etc., etc. Un arbre des possibilités peut vous aider pour cet exercice-là. L'exercice 12, parmi les 3 petits exercices de recherche enfin, peut aussi faire appel à un arbre de possibilités ou tout simplement une combinatoire, un décompte, un dénombrement des issues possibles. Bon, l'exercice 12 nécessite de réfléchir un petit peu plus. Concernant un dernier exercice, mais où est-il ? Il est là. Un dernier exercice que j'aime assez sur les probabilités. L'expérience aléatoire, je choisis un footballeur au hasard et j'ai 2 sélectionneurs, Max et Noël, qui vont être soit favorables, soit défavorables à la sélection de ce joueur. La probabilité, on définit M l'événement, Max est favorable, N l'événement Noël est favorable, et on vous demande de traduire en français les événements M bar. M union N, M inter N, M bar inter N, vous comprenez que c'est l'un est favorable et l'autre non, les deux sont favorables, les deux sont défavorables, etc. etc., etc. Quelques petits calculs, et puis enfin l'exercice 4 qui est assez classique, qui nécessite de se rappeler qu'une probabilité est toujours un nombre compris entre 0 et 1, et que la somme des probabilités de toutes les issues possibles au cours d'une expérience aléatoire est égale à 1. C'est sur cette magnifique phrase que je terminerai le cours de cette année de seconde A en mathématiques. J'ai été très heureux de vous faire classe cette année à tous. Je vous félicite encore pour tout le travail que vous avez fourni. Tout au long de l'année, même si le début de l'année a été un petit peu bavard, je vous souhaite tous excellente réussite scolaire et d'être heureux dans la vie. Je pense qu'on se recroisera dans les couloirs l'année prochaine. Peut-être nous reverrons-nous en classe. Je ne sais pas encore si j'aurai des premières l'année prochaine. Voilà, quelques conseils pour vous occuper. Vous lâchez tout à partir du mois de juillet. Si vous voulez continuer à travailler jusqu'au mois de juin, vous travaillez sur ces exercices de probabilité et sur la feuille d'exercice de droite que je vous ai déjà distribuée. Si vous souhaitez avoir les corrections des exercices de probabilité ou des explications sur les exercices de droite, vous me contactez, je suis disponible, aucun souci. À partir du mois de juillet, je vous conseille de tout lâcher, de faire un break avec cette période bizarre qu'est le confinement, même si je sais que certains ont fait un break déjà depuis le 16 mars ou le 11 mai. Ou le 3 juin, et je vous conseille quand même, pour tout le monde, tous ceux qui vont avoir pris la spécialité maths, de replonger un peu le nez dans les cours et dans les exercices, concernant particulièrement les fonctions, les droites du plan et les vecteurs. Fonctions, droites du plan et vecteurs. Ça serait bien que vous arriviez en cours de première avec ça un peu frais à l'esprit. Même si en première, certaines choses vont être revues à cause de ce confinement, on ne va pas revoir tout le programme car vous n'aurez pas tous vu les mêmes chapitres en distanciel, comme on dit. Donc soyez prêts, accrochez-vous, je peux vous faire confiance, je sais que la très 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 grande majorité d'entre vous va s'en sortir sans aucun souci. Un autre petit conseil qui n'a rien à voir, sur des vidéos, si vous n'avez que ça à faire, je les avais conseillés à mes élèves de classe européenne, pour qui j'ai une pensée un peu amère parce que je n'ai toujours pas d'informations sur la suite. Je pense que c'est mort, on ne se reverra pas en anglais l'année prochaine. Bon, c'est dommage. On ne veut pas me répondre si ça continue ou pas, donc je suppose que ça ne l'est pas. Il y a un mathématicien du Sautois qui s'appelle, il a un nom français mais il est britannique, il enseigne à Oxford, qui fait toute une tonne de séries de documentaires sur les mathématiques et qui sont vraiment très bien faites. Vous allez retrouver sur YouTube ou sur Dailymotion une série qui s'appelle The Story of Math, A Story of Math, une histoire des mathématiques, en 4 épisodes qui sont passionnants sur l'histoire des mathématiques et qui concernent en grande partie votre programme de cette année et de l'année prochaine. Je l'utiliserai en cours si jamais on se voit en première. Une autre série que vous trouvez sur Netflix qui introduit la notion de mathématiques dans la nature et dans les diverses manifestations naturelles et artificielles, The Code, que vous trouvez sur Netflix sans problème. 2 films, The Imitation Game, bien sûr, sur Alan Turing, l'inventeur de l'ordinateur, un peu romancé mais très intéressant. Et j'adore Benedict Cumberbatch, le
comédien principal. Un autre film que vous pouvez voir qui s'appelle Comment j'ai détesté les maths. Le début est rigolo, on voit plein d'étudiants européens et anglais qui parlent des mathématiques comme si c'était leur pire ennemi, comme finalement les Français pour certains. La première partie est bizarre, on a des mathématiciens qui viennent introduire les mathématiques de manière un petit peu personnelle, donc c'est intéressant, c'est rigolo, on y voit d'ailleurs Cédric Villani, le prix Nobel, c'est pas un prix Nobel, c'est la médaille Fields, mais l'équivalent prix Nobel de mathématiques français là, qui s'était présenté au municipal à Paris. On l'y voit parler des mathématiques, c'est assez rigolo. La dernière partie est intéressante parce qu'elle parle du rôle des mathématiques dans l'effondrement boursier de 2008, ce qu'on appelle la crise des subprimes. Comment le monde de la finance a laissé les ordinateurs gérer la finance tout seul en autonomie, et l'informatique, les modèles mathématiques se sont emballés et personne n'a pu intervenir et ça a fait tout s'effondrer. Et enfin, un dernier conseil que j'ai envie de vous donner, voilà, c'est sur Netflix, ça s'appelle The Get Down, ça n'a rien à voir avec les maths, mais cette série qui parle à la fois de la naissance du hip-hop au cœur du Bronx dans la fin des années 70, ça a l'air comme ça, pas très rigolo, mais c'est excellent, c'est très drôle déjà. Il y a des coupes de cheveux improbables, comme vous pouvez le voir ici. C'est magnifiquement joué, c'est très original et c'est très romancé. Il y a toute une histoire autour de... Enfin bref, je vous conseille. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre pour n'importe qui. Même si ça ne vous intéresse pas, le rap ou le hip-hop, c'est très 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 bien fait. Vraiment très bien fait. Voilà, je vous abandonne. Comme d'habitude, j'ai trop parlé. Bon courage à tous et à toutes. Contactez-moi si vous voulez des informations supplémentaires sur les exercices que je vous ai donnés. Bon courage pour votre devoir de français le 20 juin et je vous attends tous de pied ferme à la rentrée de septembre dans ce monde merveilleux de Marcelin Berthelot. Bonnes vacances à tous et à très bientôt. Merci pour cette année.